Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des sorties littéraires du mois d'avril parce qu'il y a quand même du très bon qui nous attend. Bien que moins nombreux que les mois précédents et heureusement parce que les mois précédents quand je devais faire des présélections, je retenais déjà une quarantaine de titres, c'était insupportable, c'était très dur de couper dedans. Là ce mois-ci déjà il y avait moins de choses qui m'intéressaient personnellement de base, donc ça a été plus facile de recouper encore dedans. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 16 titres, c'est moins que le mois dernier, donc je suis très contente. Mon objectif c'est justement maintenant d'essayer d'osciller entre 15 et 20 grands max, vraiment 20 grands max. Au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment catalogue, je vous sors ta. Moi-même de mon côté, il est compliqué de retenir tous les résumés, de savoir vous les repitcher derrière, donc bref, j'ai du mal à faire ça. Là, je trouve que 16 titres, ça se joue pas mal, sachant que ce mois-ci, j'ai vraiment fait en sorte de retenir des titres qui m'intéressaient vraiment et que j'aimerais sur le long terme au moins pouvoir me procurer et lire parce que il y a des belles découvertes franchement qui se profilent ce mois-ci. Donc sans plus tarder, nous commençons tout de suite. Les premières sorties du mois d'avril se font en date du 5 avec deux sorties qui m'ont intéressée. La première, il s'agit d'Éclat dormant, écrit par Alix E. Harrow et publié aux éditions Hachette Roman dans leur collection Le Roman Imaginaire. Au-delà du fait que l'objet livre a l'air absolument magnifique puisqu'il s'agit d'un toc-toc, donc d'une édition reliée avec un très beau jaspage. Déjà de base, je trouvais cette collection du rayon imaginaire très belle, mais là, si en plus on rajoute le côté relié avec le jaspage, que demande le peuple. Ici, il n'y a pas vraiment de résumé pour l'instant que j'ai réussi vraiment à trouver. Il s'agit surtout d'une réécriture de La Belle au bois dormant. Alors, autant au niveau des réécritures, sans parler de Hachette Heroes qui publie beaucoup de réécritures Disney, on a beaucoup de réécritures de La Belle et la Bête. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au niveau de la fantasy young adulte. Par exemple, on va avoir un Sorcier noir et éternel ou encore Acotard pour ne citer que. Et finalement, La Bête au bois dormant, c'est pas le conte qu'on voit le plus revisité, alors que pourtant pareil il y a matière à faire et il y a vraiment de très belles choses. Et donc là j'ai très hâte, sachant que Alix E. Harrow, pour ceux qui ne remettent pas, c'est celle qui avait écrit dans la même collection d'ailleurs les 10 000 portes de January ou encore Le Temps des sorcières. J'avais lu le premier que j'avais vraiment beaucoup aimé, le deuxième me fait envie et dans ma wishlist, et écoutez, je pense qu'il va trouver une petite sœur avec qui aller dans la wishlist puisque Éclat dormant me fait très envie, sachant qu'il s'agit ici visiblement d'un tome 1, donc attention, ça va être une saga, donc préparez-vous, hein, si jamais vous voulez vous lancer, sachez-le, ça a l'air d'être un tome 1, donc une nouvelle saga a commencé. On sait tous, on est en sueur sur les nouvelles sagas, mais en tout cas celle-ci me tente pas mal du tout. La deuxième sortie, toujours en date du 5 avril, il s'agit du Beurre de Manako, écrit par Asako Yuzuki et publié aux éditions Calman Levy. Alors, c'est un roman japonais, donc déjà, moi de base, ça me titille bien. Et là, on va parler de deux gros sujets qui, ma foi, ont l'air très intéressants. On va suivre ici Rika, qui est une jeune journaliste et qui va se retrouver à interviewer Manako, qui est une femme qui est accusée d'avoir tué ses 3 précédents amants. Cependant, Manako, pour accepter de se faire interviewer, elle va avoir une requête auprès de Rika, c'est que cette dernière lui prépare ses plats préférés, puisque Manako est très fan de nourriture, elle adore manger, quelque chose qu'on le retrouve beaucoup chez les Japonais, hein, vraiment cet amour de la nourriture. Et bien Manako n'y coupe pas, et elle adore manger et elle accepte que Rika l'interviewe à condition que celle-ci lui fasse tous les bons petits plats qu'elle demande. Rika va accepter et va elle aussi se mettre justement à manger les plats qu'elle prépare et va prendre quelques kilos, quelque chose qui, vous le savez peut-être, est très mal vu par la société japonaise, le fait de commencer à être un petit peu, ne serait-ce que potelé, et déjà être trop gros. Donc on va aborder ces deux sujets-là. Le sujet déjà du regard de la société sur la femme qui commence à prendre du poids, quelque chose qui me touche beaucoup puisque quand je vivais au Japon, j'étais déjà en surpoids. Donc c'est un regard que je connais et que j'ai très envie de voir aborder dans un roman. Et aussi, justement, on va avoir ce côté sur Manako qui va nous relater sa vie et vraiment, est-ce qu'elle a tué ses 3 amants? Et si oui, on va avoir cette petite enquête en fait qui va se mener au fur et à mesure de cette interview. Donc moi ça me tente bien vraiment ces deux sujets qui m'intéressent. Se plaçant au Japon donc de base comme je vous disais, moi ça me titille. Vraiment il me fait très envie. Je ne connais pas l'autrice mais en tout cas j'ai très envie de découvrir ce roman. Nous avançons d'un jour avec cette fois-ci une sortie qui m'a bien intéressée, publiée chez Gellmeister. Il s'agit d'Une fin heureuse écrit par Maren Uthaug. Alors désolée si je ne prononce pas bien son nom. Je ne sais pas comment ça se prononce, visiblement ça a l'air d'être danois. Ce n'est pas ma langue maternelle, clairement pas. On retrouve ici Nicolas, qui est le fils, petit-fils, arrière-petit-fils, et aussi loin qu'on puisse s'en souvenir, de croque-mort. Il fait partie d'une famille qui a toujours été croque-mort de génération en génération, il ne déroge pas à la règle, et lui-même pratique le métier. Tout va bien pour lui, tout est nickel, sa petite vie, son petit train-train se passe bien, jusqu'au jour où il va commencer à avoir des sortes de pulsions qui lui semblent un petit peu bizarres, et il se décide donc d'essayer de remonter sa généalogie pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi sa famille est croque-mort comme ça de génération en génération. Il va donc faire des découvertes, réussir à remonter jusqu'au 19e siècle pour ensuite redescendre et arriver à sa génération. C'est donc une sorte de saga familiale à travers le temps que l'on va suivre, et en même temps une question va se poser:
Est-ce qu'une famille qui vit comme ça de la mort peut elle-même avoir une fin heureuse? Il me tente donc très très bien. Je ne crois pas avoir encore eu l'occasion de découvrir la maison d'édition moi-même, mais à chaque fois leur titre me donne vraiment bien envie et celui-ci ne déroge pas à la règle et cette ambiance, je pense, un peu croque-mort en se disant non mais c'est la normalité. C'est pas quand même commun de croiser quelqu'un qui est croque-mort comme ça et quand on demande à ses parents qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, ah bah nous aussi on était croque-mort, c'est pas ce qu'on voit le plus, on va pas se mentir. Donc il me fait bien envie et j'ai l'impression que ça va être une ambiance un peu pesante comme ça. Et la couverture aussi qui est très simple, je la trouve très parlante et j'aime beaucoup et donc du coup j'aimerais bien découvrir tout ça. Si pour l'instant les sorties que je vous avais présentées ne vous avaient pas encore trop donné envie, en date du 12 ça va être compliqué de s'en tenir puisque c'est pas moins de 6 sorties qui vont pointer leur bout du nez qui me font bien envie. 6 sorties en une journée. Ouais, déjà rien que ce jour-là, il y a matière à craquer, effectivement, ouais. Et donc on va commencer tout de suite avec la première d'entre elles, qui est Pénélope Renditak, écrit par Claire North et publié aux éditions Hauteville. Ici, il s'agit d'un roman mythologique où on va suivre donc Pénélope, femme d'Ulysse, qui reste elle sur l'île d'Ithaque pendant que son mari est parti en guerre, notamment à Troie, jusqu'au jour où elle apprendra la mort de ce dernier. Elle se retrouve donc seule à gérer cette île, et puis évidemment, à l'époque, une femme ne pouvait pas régner. On va donc lui présenter maintes et maintes prétendants, sauf que elle, il n'y en a aucun qui lui donne envie, auprès duquel elle sent l'ambition et en tout cas la force pour gérer comme ça tout un territoire. Elle va alors devoir essayer de déjouer tous les complots politiques qui vont se mener pour régner tel que elle le sent et tel que Ithaque en a besoin. C'est un roman comme ça, comme je vous disais, qui relate de mythologie. Personnellement, je ne crois pas avoir déjà lu de livre mythologique, si ce n'est L'Or, de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Donc j'aimerais vraiment beaucoup plus en découvrir. En tout cas, j'aimerais lire davantage de livres de mythologie et celui-ci me donne bien envie. En plus, Hauteville a fait un superbe travail éditorial dessus, puisqu'ils le sortent en édition relie avec un très très beau jaspage aussi. J'ai vu les partenaires commencer à le recevoir. Ouais, ma foi, il a l'air fort beau. Et puis là, on va nous présenter en plus le personnage de Pénélope, qui est un personnage fort et qui n'a pas peur d'assumer ses choix. Vraiment, ça donne très envie. Et il y a moyen que, oui, à un moment ou à un autre, j'essaie de me le procurer celui-ci. La deuxième sortie du même jour, il s'agit du Restaurant des recettes oubliées, écrit par Hisashi Kashiwai et publié aux éditions Nami. Alors ici, vraiment, il y a déjà 3 choses qui ont attiré mon regard avant même de lire le résumé. C'est un roman japonais, on y parle de nourriture et il y a un chat sur la couverture. Voilà. Moi déjà, limite avec ça, c'était bon, j'étais tentée. Voilà. Ah, mais il y a des choses, on ne se refait pas, hein. Il y a des mots-clés ou des éléments clés comme ça qui tout de suite nous attirent. Je ne sais pas vous, mais moi, là, le chat, ça m'a terminé. C'était bon. Il y a la nourriture, du chat. On ne mange pas le chat. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais voilà, 2 de mes passions dans la vie, un chat et de la bouffe. C'est bon. Mais sinon, ici, on va retrouver un petit restaurant à Kyoto où les gérants se sont donné une mission, celle de reproduire les plats que les clients qu'ils se souviennent avoir mangés plus jeunes et qui les ont marqués dans leur vie. C'est donc un petit peu, si vous voulez, un restaurant du souvenir, quoi. On arrive, on se dit, oh, je me souviens quand j'étais petite, par exemple, ma grand-mère avait une façon de faire les patates sautées, j'en sais rien, je vous sors n'importe quoi, avait une façon de faire les patates sautées, c'est fort en souvenir pour moi. Et bien là, le gérant, il va se dire, pas de souci, je vais faire exactement les mêmes patates que ta grand-mère te faisait, comme ça tu te souviendras de ça. Donc au-delà de l'aspect nourriture qui à mon avis, préparez-vous parce que c'est pas le genre de livre qu'il faudra lire avant d'avoir mangé, je pense que c'est pas la bonne idée. Mais au-delà de ça, je pense qu'on va aussi aborder tout le côté justement souvenir, tout ce que la nourriture peut nous procurer et tout ce dont on peut se remémorer autour d'un bon plat et ce côté un peu convivial que j'aime bien. Il fait très envie et puis la maison d'édition Nami, je crois que c'est une petite sœur à la maison d'édition Charleston. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de voir tourner leurs livres, donc écoutez, celui-ci me tente pas mal du tout. Le 3e livre, toujours en date du 12 avril, il s'agit du nouveau Stephen King qui se nomme Contes de fées et qui sera publié évidemment chez Albin Michel. Alors celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé puisque je n'ai pas envie de connaître le résumé. Je pense en général, comme c'est souvent le cas, que ma mère va se le procurer et va me le passer une fois qu'elle l'aura lu. Donc je n'ai pas envie de connaître le résumé, je sais que je le lirai. J'adore la plume de Stephen King, je fais confiance à l'auteur pour toujours me plonger dans quelque chose d'un peu glauquissime. Mais on est toujours pris dans ses romans. Donc écoutez, pour les fans du King, le nouveau Harry, sachant que je crois que de base il était prévu pour mars, il a été repoussé en avril. Donc j'espère que la date du 12 avril est bien maintenue. La maison d'édition, il me semble, a déjà commencé à communiquer autour de cela. Donc ça devrait le faire pour le 12 avril. En tout cas, on verra ça et ça arrive tout bientôt, donc le nouveau King. De toute façon, même si vous n'êtes pas intéressé, vous allez le voir partout, à chaque fois. King, ne vous en faites pas, c'est mis en tête de gondole, on lui fait confiance. Donc écoutez, il arrive. Le 4e ouvrage à sortir le 12 avril, il s'agit du Traducteur des lettres d'amour, écrit par Lynn Kutsukake et publié aux éditions Faubourg Marini. C'est le nouvel ouvrage du coup de la maison d'édition. À chaque fois, leurs parutions me font bien envie et celle-ci ne déroge pas à la règle puisqu'en plus, il y a encore et toujours le facteur Japon. Donc oui, ça me tente. Oui. En même temps, on parle du Japon.
Enfin, je veux dire... Ici, nous sommes donc au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation américaine du territoire, et nous suivons deux adolescentes qui vont avoir besoin des autorités pour retrouver la sœur de l'une d'entre elles. Et pour ce faire, elles sont obligées d'écrire à un général américain. Problème étant, elles écrivent en japonais, et ce dernier, lui, ne le comprend pas. Elles sont donc obligées de passer par l'intermédiaire d'un traducteur qui se retrouvera donc à devoir traduire toutes les lettres comme ça, que ça soit de ces deux adolescentes, mais aussi de tous les japonais et japonaises qui écrivent des messages à l'armée américaine pour les remercier ou des lettres d'amour justement. Et ce traducteur du coup détient pas mal de secrets puisqu'il y a beaucoup de personnes quand même qui se confient dans ces lettres et lui au moment de la traduction eh bien justement reconnaît ces secrets. Et donc ça peut aider nos deux adolescents qui recherchent, je vous le rappelle, la sœur de l'une d'entre elles. Il me donne donc très envie puisque au-delà du facteur Japon, c'est le facteur Japon, mais en plus le facteur Japon durant l'occupation américaine, quelque chose que je trouve de très intéressant, que j'ai beaucoup aimé étudier et que j'aime retrouver dans des ouvrages. Donc celui-ci aussi me fait très envie et bah écoutez, franchement Faubourg Marigny depuis le début d'année, je crois que je vous ai presque cité à chaque fois leur parution, hein. Décidément les gars, vous faites du bon. Pour le prochain, il ne s'agit pas d'une nouvelle sortie, mais plutôt d'une réédition, puisque le roman est sorti il y a déjà de cela quelques années, et il se ressortira donc le 12 avril en format broché et surtout avec un super jaspage. J'ai envie de vous parler de Miroir Miroir, le premier tome de la saga des Disney vilains, écrit par Serena Valentino et publié aux éditions Hachette Heroes. C'est une saga que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, et pourtant vous savez ô combien j'aime les Hachette Heroes qui traitent des Disney, et donc là je me dis que c'est l'occasion avec cette nouvelle réédition qu'ils font de la collection en relié avec un super jaspage, sachant qu'on a déjà le visuel du prochain qui est tout aussi beau que ce premier. Et bah, est-ce que c'est pas le moment d'essayer de choper le train en route, de monter dedans et puis bah d'en profiter pour essayer de se prendre une encore plus belle édition. Cette collection est donc centrée sur les vilains Disney, comme je vous le disais, où on va essayer de comprendre comment ces vilains sont devenus vilains. Sur le premier, on est sur la méchante belle-mère de Blanche-Neige pour savoir comment celle-ci est devenue cette méchante belle-mère qui ne voit qu'à travers son miroir et qui n'a qu'un seul objectif, être la plus belle du royaume. Donc on va voir comment elle est devenue la belle-mère de Blanche-Neige. Il me fait très envie et donc direct il allait en wishlist celui-ci. Ah, il a pas tortillé des fesses. Wishlist. On arrive au bout de cette journée de l'enfer niveau sortie littéraire puisque oui, c'est la 6e, c'est la dernière à sortir le 12 avril. Mais quand même, il y a du beau. Là, vous pouvez pas me dire que l'inverse, il y a quand même du beau au 12 avril. Eh bien, écoutez, la dernière parution est tout aussi belle, puisqu'il s'agit des Fêlures de Wakefield Manor, écrit par Sarah Armand et publié dans sa maison d'édition, donc les éditions Hurlevent. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, c'était ce matin les précommandes pour pouvoir se procurer justement ce beau bébé. J'ai réussi à l'avoir, je suis trop fière, j'ai tellement hâte de le recevoir et de pouvoir le découvrir. Si vous avez regardé mon dernier vlog, vous voyez dedans que je vous fais l'unboxing puisque je me suis acheté les 3 premiers ouvrages sortis dans la maison d'édition, justement dans l'optique de pouvoir par la suite acheter au fur et à mesure les sorties de la maison d'édition. Et bien écoutez, là c'est bon, je suis à jour. J'ai précommandé ce 4e volume et j'ai trop hâte de le recevoir. Je n'ai pas lu le résumé. Voilà. Mais écoutez, déjà les 3 premiers ouvrages de la maison d'édition me tentent fois 10 000. Je sais que l'autrice avait en plus eu des très bonnes critiques à la suite de son premier volume, qui est d'ailleurs le premier écrit des éditions Hurlevent. Donc, eh bien écoutez, j'ai encore plus envie de le découvrir. J'ai très hâte de le lire. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'une lecture commune pourrait se faire autour de cet ouvrage. Je dis ça, je dis rien n'est fait, mais... Voilà, un pavé dans la mare et jeté. Le jour suivant, c'est quand même moins de sorties qui sont à noter, mais tout de même 3 encore, hein. Ouais, donc déjà sur 2 jours, on en est à 9 sorties. Ah bah ça va être une semaine qui va être compliquée pour le porte-monnaie, hein, celle-ci. Ouais. Préparez-vous les copains, préparez-vous. Et la première du coup que j'ai notée pour le 13 avril, il s'agit de Ici et seulement ici, écrit par Christelle Dabos et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour celui-ci, je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Ah vraiment, je ne veux pas savoir. Ah, je ne veux pas savoir. J'ai adoré La Passe Miroir de l'autrice, donc je suis tellement contente de la retrouver de nouveau. Je sais qu'elle avait écrit un ouvrage qui était plus une aide à l'écriture, si je me souviens bien. Quelque chose qui, moi, personnellement, m'intéressait pas forcément, donc là enfin on retrouve l'autrice dans un nouvel ouvrage, en plus un tout petit ouvrage, et je crois qu'il n'est pas si cher que ça. Bon après c'est vrai qu'il me semble qu'il fait moins de 300 pages, donc c'est pas non plus un gros bébé, mais il me semble qu'il est à une quinzaine ou 16 €, quelque chose comme ça. Donc ça va pour les petits budgets, si vous êtes un petit budget et que Christelle Dabos vous tente, ça va, vous allez pas... Ça va pas être compliqué pour vous, et j'ai très envie de redécouvrir l'autrice, de voir ce qu'elle peut nous proposer d'autre que La Passe Miroir, puisque La Passe Miroir, comme je vous disais, avait été un énorme coup de cœur pour moi. J'avais adoré autant l'univers que la plume de l'autrice, donc j'ai très hâte de pouvoir justement retrouver cette plume et de voir ce qu'elle nous propose, sachant que ici ça a l'air
légèrement plus jeunesse quand même que la passe miroir qui demandait déjà un certain niveau de lecture et qui n'était pas à mettre dans la main des plus jeunes. Là, ça a l'air légèrement plus jeunesse et un peu moins fantasy. En tout cas, c'est l'impression que me donne vite fait le résumé en l'ayant lu, mais vous savez, je l'ai lu comme ça, pour pas trop savoir non plus. À voir, de toute façon, je crois que les partenaires commencent petit à petit à le recevoir, donc on va en entendre parler de toute façon d'ici le 13 avril. La deuxième parution du 13 mars, il s'agit de Violet Made of Thorns, écrit par Gina Tien et publié chez la collection R. Notre héroïne se nomme donc Violette, comme dans le titre, comme c'est bizarre, se nomme donc Violette et est une prophétesse. Enfin, ça c'est ce qu'elle dit parce que c'est une escroc. Concrètement, elle ment. Elle dit n'importe quoi. Enfin, elle a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle est là, ah oui, je vois. Elle voit rien du tout. Elle voit comme moi. Elle voit le bout de sa pièce. Et c'est déjà pas mal, les gars. C'est déjà pas mal. Donc c'est une menteuse, mais elle a l'avantage d'exercer sa profession à la cour. Ce qui n'est pas rien. C'est une menteuse, mais une menteuse pour les grands. Attention. Cependant, le prince et futur roi, bah, il sent bien la supercherie, il sent bien que Violette, elle raconte que des cracks, hein. Franchement, ça se voit en même temps, à mon avis, hein. Elle n'a pas l'air très finot dans sa façon de faire. Donc lui, il a qu'un seul objectif, la destituer, parce que franchement, bah, il se rend bien compte qu'elle influence les gens en disant n'importe quoi, et que ça l'aide pas forcément toujours. Malheureusement, pour notre bon prince, il est maudit. Alors c'est pas chouette, ça aide pas plus que ça dans la vie d'être maudit, et bah, Violette, elle l'avait un peu vu venir, et bien qu'elle soit malhonnête, elle a quand même visiblement ne serait-ce que quelques pouvoirs et pourrait aider notre bon prince pour sa malédiction et pour aider le royaume. Ils vont donc se retrouver à faire équipe et évidemment, on se doute qu'ils vont devenir bons amis. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça m'a l'air pas mal. En tout cas, moi j'aime bien l'idée qu'on va suivre une héroïne qui est complètement une menteuse. J'aime beaucoup. En fait, je m'imagine... C'était un peu moi quand j'étais petite. Je m'imaginais des choses en disant en fait, j'ai aucune idée de ce que je dis, mais c'est moi l'héroïne de ma vie. Donc j'aime beaucoup l'idée. C'est un livre qui me fait bien envie. Je ne sais pas s'il s'agit d'un one-shot ou d'un tome 1. Je vous laisse me le dire dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, il me fait envie. Et puis, bah, une petite amourette de temps en temps... Allez, on va pas cracher dessus, quoi. Et en parlant de petite amourette, la troisième parution du 13 avril tourne aussi de l'amour puisqu'il s'agit de I Kissed Shara Wheeler, écrit par Kazima Quickston et publié aux éditions Lumen. Ici, c'est donc une romance entre deux femmes de façon complètement contemporaine que l'on va suivre. Alors, je n'ai pas lu le résumé puisque à chaque fois, les résumés Lumen vous disent à peu près déjà la moitié du roman. Bon, c'est pas ouf du coup, hein, c'est pas ce qu'on recherche, mais je sais que c'est une romance qui avait vraiment défrayé la chronique quand elle était sortie en VO, qui avait eu de très bons échos, et l'autrice est déjà connue en France pour ses deux parutions précédentes qui sont One Last Stop, qui traite déjà d'une romance homosexuelle entre deux femmes, et My Dear Fucking Prince, cette fois-ci, qui traite d'une romance entre deux hommes. Donc visiblement, c'est une autrice qui est très engagée pour la cause LGBTQIA+. Je ne sais pas si elle-même est concernée ou pas, en tout cas, moi, c'est des ouvrages vers lesquels j'ai envie de plus en plus de me tourner, justement, pour essayer de voir un maximum de sphères de cette communauté puisque c'est des romans qui m'intéressent et que je trouve qu'ils sont complètement dans l'air du temps et on a besoin de s'éduquer. Et même si on n'appartient pas à telle ou telle sphère, donc par exemple je ne m'identifie pas comme femme lesbienne, mais j'ai vraiment envie de découvrir davantage d'ouvrages parce que finalement la romance, c'est quand même beau. Je suis sûre que vous vous disiez depuis tout à l'heure, mais c'est bizarre parce qu'on avance dans le mois, mais elle nous a toujours pas cité un seul Charleston. Pourtant, tout le temps, elle nous saoule avec ses Charleston. Vous inquiétez pas, le premier arrive. Et il arrive en date du 19 avril avec La chanteuse de bal, écrit par Julien Rampin, aux éditions évidemment Charleston, je viens de vous le dire, faut suivre. Au bout d'un moment, faut suivre aussi. Il me fait pas mal envie puisqu'il a une vibe qui m'a l'air assez cool au début et qui va finalement révéler plusieurs choses. On est dans un petit village près de Toulouse, le village de Beautemps. Est-ce que vous croyez qu'il est fait toujours beau? Est-ce que vous croyez que c'est comme Tchernobyl, pour Beautemps, il y a genre une frontière imaginaire qui fait que les nuages ne peuvent pas venir? C'est pas du tout ça l'histoire du livre, mais je suis en train de me poser ça comme question. Il y a un truc, genre un dôme à la Stephen King, mais le dôme du mauvais temps. Genre, les nuages ne peuvent pas venir. Ça serait intéressant, Enfin, ou pas d'ailleurs. Bref, c'est pas du tout ça l'histoire du livre. Pardon, je me suis perdue. Ici, donc, on va suivre un petit village où tout le monde se connaît, tout est tranquille, tout est pépère, tout va bien. Jusqu'au jour où une mystérieuse jeune femme va venir poser ses valises dans le village. Et là, la tranquillité du village semble complètement mise à mal. Et une affaire qui s'est passée 40 ans plus tôt, au moment du bal du 14 juillet, va ressortir où plusieurs enfants avaient perdu la vie durant un incendie. Moi, j'aime bien ces ouvrages où tout va bien, c'est pépère, c'est tranquille, et bim, il se passe un truc. Et là, on va aller creuser des trucs qui se sont passés il y a plusieurs décennies et on va trouver des choses moches. Et c'est ce que le roman a l'air de nous promettre. Je sais que Julien Rampin, en plus, est un auteur qui est beaucoup aimé. Il a sorti d'autres ouvrages qui ont été beaucoup chroniqués et qui ont été beaucoup adorés. Eh bien, écoutez, le nouveau me fait bien envie.
Le deuxième ouvrage à paraître le 19 avril est un ouvrage que je sais, vous êtes nombreux à attendre et je comprends puisqu'il est quand même sorti en anglais il y a un petit bout de temps et on l'avait déjà vu pas mal tourner à ce moment-là et il arrive enfin en France. J'ai envie de vous parler de 6 couronnes écarlates écrit par Elisabeth Lim et publié aux éditions Rajo. Alors pour celui-ci, eh bien écoutez, je l'ai en anglais, je me l'étais procuré il y a de cela un peu plus d'1 an, oui, ouais, une grosse année. Je ne l'ai encore pas lu. Voilà, en tout cas il est très beau, il me semble que Rajo a décidé de réutiliser cette couverture-là puisque celle-ci, alors je ne sais plus si c'est l'édition anglaise ou l'édition américaine, mais ils ont décidé de réutiliser celle-ci et ils ont eu raison puisque c'est la plus belle des deux, elle est vraiment très très belle. J'ai envie d'espérer que pour l'édition française on aura quelque chose d'encore plus joli puisque bien qu'il soit toc toc, il n'y a pas de jaspage et une fois que l'on enlève la dust jacket, il est ma foi très simple, il est entièrement blanc. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc j'ai envie de me dire que avec ce qu'on nous propose dernièrement en France, bah il y a moyen qu'on puisse faire de très très belles choses avec au moins le jaspage. Après, il a l'avantage d'avoir une carte qui m'a l'air très complète. Voilà. Au niveau de l'histoire, on va suivre notre jeune héroïne qui s'appelle Shiori, qui va se retrouver à devoir se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et donc elle n'a pas forcément trop envie. Et bah écoutez, pour se dépatouiller de ça, malheureusement, elle va perdre le contrôle d'elle-même et va découvrir qu'elle dispose de pouvoir, quelque chose qui n'est pas autorisé dans son royaume. On va alors aussi découvrir que sa belle-mère, Raikama, qui est nommée la reine sans nom, dispose elle-même de sa propre magie, mais une magie plutôt noire, et va donc jeter un sortilège à Shiori en transformant en grue ses 6 frères, donc les 6 Crimson Cranes, donc les 6 couronnes écarlates, et va aussi l'exiler en lui disant que pour chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Shiori n'a donc pas trop le choix que de se taire, hein. Elle se retrouve muette par obligation et va essayer de déjouer justement le plan de sa belle-mère puisque au-delà de ça, sa belle-mère a l'air d'avoir quand même un objectif pour le royaume qui n'a pas l'air franchement folichon. Donc du coup, on va avoir Shiori qui va essayer de déjouer tout ça et va se retrouver à s'entourer du fiancé qu'elle avait repoussé. Finalement, il était peut-être pas si mal que ça ce garçon. En tout cas, on va suivre ça. Ça se passe au Japon. Oh là là, c'est dingue comme on retrouve tout le temps les mêmes éléments. Oui, je sais, je suis prévisible. Et alors, il y a quoi? En tout cas, c'est un livre qui me donne très envie depuis plus d'1 an, je vous disais. Il s'agit d'une duologie, donc le deuxième tome est déjà sorti en VO, donc j'imagine qu'en français, on l'aura peut-être dans pas très très longtemps, hein, puisque il n'y a plus qu'à traduire, on va dire. Et donc, j'aimerais bien essayer de me le lire. Je ne le lirai pas au mois d'avril, je ne le lirai pas avant sa sortie française. Mais en tout cas, il y a moyen que la hype que ça va entraîner en France, me hype moi-même pour sortir celui-ci de ma palle. Il ne me reste plus que 2 ouvrages à vous présenter et quand je vous dis vous présenter, oui et non puisque je ne vais pas vous faire les résumés de ces deux-là puisqu'il s'agit pour les deux de tome 3 d'ailleurs. Il s'agit des tomes 3 de saga. Le premier pour lequel c'est juste un tome 3, il y aura une suite et le deuxième, ça met fin à une trilogie. Le premier, il s'agit donc du tome 3 du sang et la cendre écrit par Jennifer L. Armentrout et publié aux éditions de Saxus. Comme je vous disais, je ne vais pas vous parler du résumé. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle. Je prendrai le tome 3 au moment de sa sortie. Mais je n'ai pas envie de me refaire le pitch. Je sais juste que l'on va suivre Poppy, qui est considérée comme une pucelle. Vraiment, ce terme en français est pas ouf, hein. Et voilà. Et qu'elle va se retrouver à tomber amoureuse de quelqu'un, je sais plus trop qui. Va y avoir des complots à déjouer. Ça a l'air franchement bien. Enfin bref. Ça a l'air d'être un bon roman de romantécie. À chaque fois, la saga a fait beaucoup parler d'elle à chaque nouveau tome paru. Bah écoutez, j'ai craqué, j'ai suivi la hype. Je me procurais le tome 3, comme ça au moins je les aurai tous. Et j'aimerais bien essayer d'au moins commencer la saga dans l'année, ça pourrait être pas mal chouette. Pour le deuxième, il s'agit du 3e et dernier tome de la saga Serpent and Dove, écrit par Shelby Mayrin et toujours aux éditions de Saxus. Donc à chaque fois, comme je vous le dis, quand je vous fais des annonces pour les livres de Saxus, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'est jamais vraiment sûr que ça sorte à la date que je vous donne. Ils ont une tendance à avoir du mal à assumer leur date de parution. Dernièrement, ça a l'air de s'être résorbé, mais je préfère quand même vous dire de ne pas prendre pour argent comptant les dates que je vous donne là. Enfin, en règle générale, de toute façon, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, on sait jamais. Mais encore plus pour les deux Saxus, hein, vraiment. Donc là, comme je vous disais, il s'agit du 3e et dernier tome de la trilogie de Serpent and Dove, dont j'ai les 2 premiers tomes que je n'ai toujours pas lus, donc je n'ai pas envie de relire le résumé. Pour celui-ci, si je devais vous donner les mots-clés dont je me souviens, c'est sorcière, chasseur de sorcières, romance. Voilà, vous avez... en fait, je vous ai donné les éléments de la romance, mais je sais plus de quoi ça parle. Mais ça avait l'air bien. Après, j'avais vu des avis, autant les personnes avaient l'air de bien avoir aimé le tome 1, autant le tome 2 avait l'air d'avoir des résultats assez mitigés au niveau des avis. À voir, en tout cas, ça sera une trilogie terminée, donc j'ai bien envie de me laisser tenter. Et puis celle-ci, par contre, vraiment celle-ci,
J'aimerais bien essayer de me la lire dans l'année, ça pourrait être chouette. Et voilà, c'en est tout pour les sorties littéraires du mois d'avril. Alors je suis désolée si vous avez peut-être eu l'impression que cette vidéo était un peu expéditive, mais vraiment, j'aimerais faire en sorte que ce format de vidéo soit moins long que les vidéos précédentes, puisque c'est des vidéos qui me prennent 2 heures de tournage, 3 fois plus d'heures de montage. Et puis, enfin, c'est long, quoi. C'est très très long et très très lourd. Là, j'ai essayé de faire un peu plus expéditif, de moins appuyer sur le résumé. Et puis, de toute façon, comme à chaque fois, je vous mets en barre d'infos le lien de tous les livres que je cite. Donc, si vraiment il y en a un ou deux qui vous a intrigué, ou même tous, hein, on sait jamais. Mais s'il y en a qui vous ont intrigué, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos pour voir et cliquer sur les liens et lire vous-même l'entièreté des résumés. C'est comme ça que vous ferez votre meilleur avis de toute façon. Pour cette vidéo, l'emoji. Et cette fois-ci, je n'y pense pas à la toute fin. J'y pense pas au début non plus, mais j'y pense pas à la toute fin. Pour cette fois-ci, l'emoji, eh bien écoutez, puisqu'il s'agit des sorties livresques, vous avez 2 choix, suivant le point de vue duquel vous vous situez. Soit vous mettez un livre ou une pile de livres, si pour vous, les sorties, ça a l'air d'être raisonnable, vous allez pouvoir gérer niveau porte-monnaie, ou alors vous savez, vous mettez l'emoji en mode si vraiment c'est le caca, tout vous fait envie, mais le budget va pas suivre. Voilà. Tout dépend de vous, où vous vous situez. Je vous attends dans tous les cas en commentaire pour que vous me disiez ce qui vous fait envie pour mois d'avril. Est-ce qu'il s'agit de livres que j'ai cités ou que peut-être j'aurais raté. Donc comme ça, dans tous les cas, vous aussi, vous me tenez informé. C'est donnant-donnant, les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, c'est vraiment toujours super sympa de vous retrouver. Merci beaucoup à vous pour tout le soutien et toute la force que vous donnez. Vous êtes les meilleurs. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre aussi par là-bas. Ça me ferait très plaisir de vous y retrouver. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!